donc c'est moi qui m'y recolle, cette fois-ci sur la biodiversité. Je vais essayer de faire relativement synthétique. C'est pas moi qui ai fait les travaux, hein. Je tiens à saluer mes deux collègues, hein, Noémie Bataille et Vincent Manville, qui sont en Auvergne et qui sont pas là pour vous présenter ces travaux-là. Mais par contre, il y aura quand même une locale de l'étape, hein, puisque Lucille vous présentera ensuite les résultats sur sa ferme XP. Donc peut-être, allez, pour donner le bon exemple, je vais passer cette slide-là, juste pour vous dire que ces résultats, en fait, ils ont été issus de la réalisation de diagnostics Biotex entre 2021 et 2023. Okay, Biotex, c'est une méthodologie de quantification de la biodiversité sur les exploitations de ruminants, hein, notamment. Et donc, on a pu passer tout le monde sauf les établières entre 2021 et 2023. Les établières passeront très bientôt. C'est dans notre top priorité. Elles sont les établières, je vois plus. Là, ouais, voilà. Et donc pour dire également que cela, donc les travaux que je vais vous présenter là sont d'une part les résultats des diagnostics Biotex, d'autre part les résultats de mesures directes de chauves-souris, de chiroptères, hein, du coup, avec la mise en place de bad box sur les fermes expérimentales. Voilà, j'ai sauvé une diapo. Maintenant, la deuxième, elle est importante par contre. Donc celle-ci, en fait, c'est juste pour vous dire qu'est-ce que c'est Biotex, hein. C'est une méthodologie, hein, d'indicateurs indirects, de quantification de la biodiversité via des indicateurs indirects. C'est-à-dire que moi, auparavant, je bossais à Luzerne déshydratée, hein, en Champagne-Ardenne, et on mesurait justement les chauves-souris, les papillons, et tout ça dans nos champs en laissant des bandes de luzerne monter à fleurs, quoi. Et on se rendait compte qu'il y avait un jour il y en avait, un jour il n'y en avait pas, une année il y en avait, une année il n'y en avait pas, et on avait beau avoir des trucs, des modes de gestion discriminantes, finalement la diversité, la variabilité interannuelle et intermensuelle primait, quoi. Donc là, l'idée, hein, de Vincent Manville, notamment avec le muséum, l'INRAE, etc., c'était d'avoir une méthodologie indirecte de calcul de la biodiversité, et ce sur quoi les éleveurs peuvent agir directement, c'est-à-dire les habitats. On sait que si on a des habitats, il y aura des espèces. Peut-être qu'il n'y aura pas une super espèce hyper pointue parce qu'elle aura d'autres, disons, modalités très importantes pour cette espèce-là, mais globalement, la biodiversité ordinaire, elle suit ces indicateurs indirects. Et donc, non dépendant du contexte spatio-temporel, et 3 échelles sur notre méthodo, une échelle territoriale, donc à l'échelle du territoire, une échelle sur l'exploitation et la parcelle. Donc la parcelle, très clairement, on regarde les tailles des parcelles, leur forme. Est-ce qu'elles sont... voilà, un lièvre, si jamais il doit traverser une parcelle de 18 hectares, il a intérêt à se signer avant et puis à passer. Ça va être difficile pour lui. Et au contraire, si on a des parcelles petites et très avec plutôt découpées, et là, ça sera très favorable. Pour le territoire, on va voir également la densité et également la connectivité des infrastructures agroécologiques. Et à l'échelle de l'exploitation, on va également réussir à donner une note en fonction de la diversité, par exemple, des cultures, etc. sur l'exploitation. Donc ça, c'était le premier truc qui était important, c'est que c'était une prise en compte de plusieurs échelles de biodiversité. Ensuite, c'est un diagnostic qui est à peu près de plus ou moins 2 heures en ferme avec l'éleveur. On a déjà réalisé plus de 300 enquêtes, notamment avec donc des programmes qui sont des programmes territoriaux, mais aussi avec Sodial, Danone, et voilà des programmes également qui sont avec des acteurs privés, et globalement dans toute la France. Même si les 2 experts sont en Auvergne, on en effectue dans toute la France. Et du coup, juste pour vous dire, hein, il y a 7 indicateurs principaux qui sont calculés. Alors c'est toujours pareil. D'un autre côté, nous, notre responsabilité, c'est aussi d'être capable d'agréger à la fin un indicateur biodiversité pour la ferme. Ok, c'est d'être capable quand même de simplifier suffisamment le truc pour que ça soit compris, à la fois par l'éleveur, mais ça, il est capable de comprendre cette diversité, mais aussi par le grand public. Là, pour l'instant, on a 7 indicateurs, et l'idée, c'est que certaines fermes sont ont des résultats très favorables sur un des indicateurs, par exemple la densité en infrastructure agroécologique, c'est-à-dire le nombre de haies sur l'exploitation, et sur d'autres choses, par exemple la diversité, je sais pas, de l'assolement ou la biodiversité importée, on va dire, il sera moins bon. Donc on va essayer de le faire prioriser, de lui montrer quels sont les indicateurs prioritaires sur sa ferme, aussi, où il peut s'améliorer. Donc d'une part, et juste on est sur des indicateurs indirects, mais en fait on va couvrir une biodiversité qui est aussi bien floristique, donc les plantes quoi, que macro-vertébrés quoi, chevreuil ou compagnie. Et du coup, ce qu'on a, c'est que
sur ces indicateurs-là, par exemple, l'organisation spatiale des infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire les haies et leur connectivité, on va avoir les oiseaux, par exemple, qui vont être très très sensibles à ça. Les oiseaux, ils sont sensibles à si on a des haies ou pas, puisque ça va leur permettre de nidifier, et si jamais ils doivent aller être en prédation ailleurs, grailler sur une autre parcelle, ils vont pouvoir faire 300 mètres, 400 mètres pour aller chercher une ressource trophique ailleurs. Par contre, la flore, bien entendu, c'est pas possible. Donc la flore, elle va être super sensible aux pratiques agricoles. Est-ce qu'on laboure, tous les combien, à quelle profondeur, etc. Et par contre, les animaux vont être, donc typiquement les oiseaux par exemple, vont être beaucoup plus sensibles à la présence de haies ou pas. Donc utilisation des terres agricoles, ça c'est la diversité culturelle. Plus on a une diversité dans notre assolement, plus on va avoir des ressources trophiques qui vont être étalées dans l'année. Okay, si on n'a que du colza, eh ben, il va monter en fleur à un moment donné, ça va être la bamboula, mais après ça va être plus difficile, quoi. Ça va être super, mais ça va être plus difficile ensuite. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir un assolement le plus diversifié possible pour avoir une ressource trophique la plus étalée possible. La gestion des cultures, pareil, les indices de traitement, etc. Gestion des prairies permanentes, on ne va pas forcément avoir un score maximal de biodiversité pour un hectare de prairie permanente, ça va dépendre de combien on met d'azote dessus et de quel est le chargement de pâturage dessus. Fertilité des sols, on va calculer un bilan humique simplifié à l'échelle de l'exploitation. Et l'impact des importations, on va rentrer nos importations avec un poids biodiversité importé. C'est-à-dire que si on rentre un tourteau de soja d'Amérique du Sud, eh ben, il a contribué à la déforestation et donc à une perte de biodiversité dans ces territoires-là. Voilà pour être court. Ensuite, donc, là, je vous prends deux indicateurs typiques de Biotex et je les détaille légèrement. Donc, on a, par exemple, pour les haies, on va quantifier l'indicateur surface de biodiversité développée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas compter les kilomètres de haies, on va compter est-ce que la haie elle est polystratifiée et donc du coup le volume, en fait, si vous voulez, la surface déployée de la haie. Okay, si on a une haie polystratifiée, bah, c'est mieux que si on a une haie avec 3 ronces qui sont très basses en termes d'habitat. Donc c'est exactement ce que ça explique là, ce cylindre. Et derrière, donc du coup, on va sommer toutes les haies de l'exploitation, tous les arbres isolés, tout ce qu'on peut avoir comme infrastructure agroécologique. Et du coup, là, voilà, dans la catégorie surface de biodiversité développée, si on l'applique aux différentes fermes expérimentales, le lauréat est la blanche maison. À 260%, vous n'avez même pas essayé. Avec 260% de surface de biodiversité développée par hectare de SAU, juste sur la blanche maison, il n'y a rien à gagner. Hein. Désolé, j'ai rien à te donner. Mais en tout cas, on est sur un score qui est... Et surtout, ce qui est intéressant quand même à voir là, sur ces 7 fermes-là, c'est qu'on voit qu'on est systématiquement supérieur au seuil vert, c'est-à-dire le seuil où on a un seuil favorable à la biodiversité. Entre le rouge et le vert, c'est neutre. Et au-dessous du rouge, ce serait défavorable. Donc là, toutes les fermes sont favorables à la biodiversité. Ouais, il y en a un peu juste, mais on va voir justement, ça fait une bonne transition. On peut se gausser de Derval, mais à la fin, hop, là, cette fois-ci, on est en mesure directe sur des chiroptères. Et on voit que Derval est dans le top 2, on peut dire même médaille, donc il est très bon aussi. Et là, juste ce qui est intéressant quand même, et c'est aussi ça qui est intéressant quand on parle de convaincre les gens comme quoi l'élevage a un impact positif sur la biodiversité, c'est qu'on voit qu'on a 25 espèces de chauves-souris qui peuvent être trouvées sur le territoire français. Ça, c'est la diversité maximale. On en a 25 en tout, de la Corse au Pas-de-Calais. Et plus de la moitié est présente sur les fermes du réseau PharmXP. Donc ça, c'est intéressant, notamment le grand rhinolophe, qui est une espèce qui est en voie d'extinction. En tout cas, sur la liste des espèces en voie d'extinction, il y a beaucoup de... et qui est présent à la fois à Trévarez, à la fois à Derval et au Trinotière. Et donc, ça fait une deuxième bonne... ça fait une bonne transition. Bon, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais il n'y avait pas les trinotières sur le graphique. On a voulu faire un peu un zoom sur la ferme expérimentale des trinotières. Donc avant tout, avant de vous présenter le graphique, je voulais rappeler que les chiroptères, c'est ce qu'on appelle plus communément la chauve-souris. Et donc, c'est un animal insectivore qui vit la nuit. Donc, il mange les insectes la nuit. Et la nature est bien faite puisque les oiseaux mangent les insectes le jour. Donc, il se passe le relais à la tombée la nuit. Donc, tout ça pour appuyer le fait que c'est, au niveau de la biodiversité, une espèce majeure dans l'équilibre de toutes les espèces qui en découlent. Donc, on appelle ça l'espèce parapluie. Jocelyn, tu me diras si je me trompe. Donc ici, on vous a synthétisé 3 enregistrements de chiroptères qui ont été réalisés par le réseau Arbre et l'Institut de l'élevage sur les trinotières.
Donc, on met des capteurs, en fait, on positionne des capteurs sur différents points de l'exploitation. Alors, ça peut être soit à proximité de bâtiments, soit à proximité de bois ou encore de plans d'eau. Donc là, vous avez la synthèse de toutes les observations qui ont été réalisées. Donc, on voit très nettement qu'il y a des espèces qui sont plus communes que d'autres. Donc, je ne sais pas si on le voit bien sur le tableau. Non, forcément, je me doutais. Donc, en fait, les 5 premières espèces, moi, je le vois en face de moi, elles sont très communes, donc elles sont plus présentes aux trinotières. On peut se demander pourquoi on voit un peu les autres. Donc, elles ont en fait des habitats très différents. Donc, ça souligne aussi la diversité d'habitats qu'on peut avoir sur l'exploitation. On a des espèces cavernicoles, des espèces plutôt aquatiques, entre guillemets, qui vivent autour des plans d'eau, etc. Donc, aux trinotières, on recense 11 espèces de chiroptères, donc entre juillet 2022 et juin 2023. Donc après, on a fait un petit focus sur la biodiversité aux trinotières. Alors j'aurais pu mettre finalement la biodiversité dans toutes les fermes du réseau PharmXP, parce qu'aujourd'hui, on mène de plus en plus de projets de recherche autour de cette thématique. Donc les trinotières, nous, alors je vais parler pour les trinos, aujourd'hui on a des, alors je ne vais pas appeler ça des contraintes, c'est plutôt des caractéristiques. On fait partie des basses vallées angevines, qui sont en fait le cours d'eau le long de la Loire. On a aussi 20 hectares en zone Natura 2000 et on a aussi, on est en phase de restructuration d'anciennes carrières de sable qui représentent aujourd'hui une quinzaine d'hectares sur la station. Donc typiquement, ça c'est des situations auxquelles peuvent être confrontés les éleveurs et ils viennent chercher des solutions chez nous pour avoir des réponses face à ces situations. Donc sur la diapositive suivante, donc voilà, donc la quinzaine d'hectares, donc plus exactement 17 sont certifiés aujourd'hui en site de démonstration OAB. Donc OAB, c'est l'Observatoire agricole de la biodiversité, donc depuis 2021, donc c'est ces fameux 17 hectares de carrière. Donc là, on réalise des protocoles OAB, donc avec différents comptages de vers de terre, d'abeilles solitaires. Donc là, j'ai essayé de vous illustrer. Les abeilles solitaires, en fait, elles se dénombrent grâce aux petits nichoirs à abeilles que vous voyez sur la photographie. Donc elles vont venir occulter chacune avec leur spécificité les alvéoles. Donc on peut ensuite dénombrer quel type d'espèces d'abeilles sont présentes sur le site. On décompte aussi les invertébrés terrestres, les papillons et les chiroptères, du coup, depuis 2022, grâce au réseau Arbre et à l'Institut. Et donc, je vous ai mis ici nos différents partenaires sur ce site OAB, donc pour montrer aussi qu'il y a quand même une dynamique nationale, notamment avec le Muséum d'histoire naturelle qui vient faire des suivis réguliers et ça remonte aux bases nationales. Voilà à peu près. Merci beaucoup. Du coup, on va passer vite à la présentation suivante. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voulais juste dire aussi à Vincent, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui nous a légué Biotex, de passer une bonne retraite, parce qu'il part à la retraite dans les prochains mois. Donc voilà, s'il m'écoute. S'il m'écoute. Et maintenant, on va parler libido, je crois. Tu peux me la poser, j'arrive. Si tu veux. Non, c'est juste que je rentre la ferme de Torigny. Oui. J'ai des doutes un peu sur le calcul de la biodiversité entre des comparaisons de fermes que je connais. Oui, bonjour, Benoît Artus, responsable de la ferme de Torigny. J'émets des doutes un peu sur le calcul de la biodiversité entre des exploitations que je connais, les fermes des trinotières, et celles de Torigny, par rapport au calcul et par rapport à la note qui en ressort. Et par rapport aux pratiques, est-ce que le calcul il peut être refait? Ce que je trouve... Non. C'est parce qu'on vient quand même publier sur une ferme qui est en bio, qui est en pratique de pâturage, avec une diversité de cultures, des chiffres qui sont vraiment pas bons. Oui. Et j'émets quand même des doutes sur la qualité scientifique des résultats émis. Ok, c'est légitime. Déjà, on va se pencher sur le sujet. Après, ce que je voulais te répondre peut-être, c'est que en fait là, j'ai vraiment présenté qu'un indicateur de Biotex. C'était sur la surface de biodiversité développée. Donc très très sensible au mètre linéaire de haies, au ripisylve, à tout ce qu'on déploie. Après, en termes justement, dans les 7 indicateurs là, il n'y en avait qu'un seul là que j'ai donné. Et encore tronqué. C'est-à-dire que j'avais même pas la connectivité de ces IAE. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'après, on a les indices de diversité culturaux, on a le bilan humique qui est calculé, etc., pour la biodiversité tellurique, donc on a plein d'autres indicateurs. Donc, si jamais, effectivement, de manière un peu tronquée, là, j'ai extrait un des indicateurs, c'est pas représentatif, si tu veux, de la valeur biodiversité de ces différentes fermes. C'est uniquement l'indicateur, je dirais, et infrastructure agroécologique que j'ai montré, quoi.